Alors bonsoir à tous. On va donc commencer par corriger les QCM du E5. Alors donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lire la question et vous dire la correction. Et si vous avez une question, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, vous me dites et on voit. Alors juste, est-ce que je peux voir les messages là normalement? Voilà, on va mettre ça à côté, comme ça. Si vous avez une question, vous l'envoyez directement ici et comme ça on fait en direct. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous m'entendez bien et c'est bon? Ouais, parfait. Ok. Oui. Alors, on va commencer par la première question. Donc, parmi les propositions suivantes concernant le membre thoracique, laquelle ou lesquelles sont exactes? La ceinture scapulaire est constituée de 3 os, la clavicule, l'humérus et la scapula. Donc ça, normalement, vous aurez dû répondre que c'est faux, parce que la ceinture scapulaire, elle est composée que de 2 os, la clavicule et la scapula. Donc, faut faire attention, l'humérus, il n'en fait pas partie. Ensuite, vous me stoppez s'il y a un souci ou si vous ne comprenez pas ou quoi, ou si je vais trop vite. Alors ensuite, l'avant-bras est formé de 2 os, le radius en dehors et l'ulna en dedans. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, l'os piriforme et le trapèze sont 2 des 8 os du carpe impliqués dans la formation du poignet. Alors là, il y a un petit piège. Le carpe, il est bien formé de 8 os, mais l'os piriforme, c'est pas le bon. En fait, c'est l'os pisiforme. Donc là, il faut faire attention. Là, c'est ça qui est faux. Et sinon, il y a bien 8 os dans le carpe. Ensuite, la clavicule possède une courbure médiale convexe en avant et une courbure latérale concave en arrière. Alors, la clavicule, elle possède bien une courbure médiale convexe en avant, donc ça c'est vrai, mais la courbure latérale, elle est concave en avant aussi, et non en arrière. Donc là, c'est ça qui fait que c'est faux. Ensuite, la face supérieure de la clavicule est lisse et sa face inférieure présente la gouttière du muscle subclavier. Ça c'est vrai, c'est du cours pur. Voilà, est-ce que c'est bon pour cette première question déjà? Oui. Ok, nickel. Ensuite, donc là, on est sur la scapula. Donc on vous dit la scapula s'étend de la 2e à la 8e côte. Ça, c'est vrai. C'est du cours pur aussi. Ensuite, on vous dit sa face costale ou postérieure est concave en avant. Donc ça, c'est faux, parce que sa face costale ou antérieure est concave en avant. La face costale, en fait, c'est la face antérieure de la scapula. Donc la face costale, c'est la face antérieure et non pas postérieure. Mais sinon, elle est bien concave en avant, la face costale. Ensuite, l'épine scapulaire se prolonge en dehors par l'acromion. Ça, c'est vrai. On le voit sur le schéma. Enfin, c'est quelque chose de clair. Ensuite, l'acromion présente une surface articulaire destinée à la tête humérale. Alors ça, il faut faire attention, il y a un piège. L'acromion présente une surface articulaire destinée à l'extrémité latérale de la clavicule et non pas à la tête humérale. La tête humérale, elle s'articule avec, il y a une surface glénoïdale, ouais. Et donc ça s'accroche avec ça et non pas avec l'acromion. Et ensuite, la cavité glénoïdale s'articule avec la clavicule. Du coup, ça c'est faux aussi parce que la cavité glénoïdale, on a dit qu'elle s'articulait avec la tête humérale. Donc là, en fait, il y a inversement. Faut faire attention à ça. Qu'est-ce qui s'accroche à quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'articule avec quoi, pardon. Est-ce qu'on est bon sur la deuxième question? Oui. Et les autres? Oui. Ok, super. Ensuite, sur l'humérus. Alors, on vous dit que l'humérus, c'est l'unique os du bras. Ça, c'est vrai. C'est écrit comme ça dans le cours. Parce qu'on considère que le bras, c'est ce qu'il y a au-dessus, et l'avant-bras, là où il y a le radius et l'ulna, c'est l'avant-bras, donc ça ne fait pas partie du bras. En fait, le bras, c'est quelque chose, et l'avant-bras, c'est quelque chose. Donc, le bras, il est bien composé que de l'humérus. Ensuite, sa face antérolatérale présente la tubérosité deltoïdienne. Donc là, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais. C'est visible sur le schéma en plus. Donc voilà. Ensuite, sa face antéromédiale présente le sillon du nerf radial. Ça, c'est faux, parce que c'est sa face postérieure qui présente ce sillon, et non pas la face antéromédiale. Et ensuite, la tête humérale fait 2/3 de sphère. Alors ça, elle n'est pas tombée dans le piège, c'est faux. Parce que la tête humérale, elle fait qu'1/3 de sphère. Il ne faut pas confondre avec la tête fémorale qui, elle, fait 2/3 de sphère. Donc ça, c'est à pas confondre plus. Ensuite, l'angle d'inclinaison est l'angle entre l'axe de la tête humérale et l'axe de la diatyse. Ça, c'est vrai, c'est dans le cours, pareil.
Ensuite, vous n'hésitez pas à me stopper hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ensuite, une question sur le radius. On vous dit le radius est plus long que l'ulna. Ça, c'est faux, parce que le radius, il est plus court que l'ulna. Ça, c'est dans le cours pareil. Le radius s'articule avec l'ulna uniquement par son extrémité distale. Là, ce qui rend faux l'item, c'est uniquement, parce qu'il s'articule bien par son extrémité distale, mais aussi par son extrémité proximale. Donc ça, c'est faux. Lors du mouvement de pronation, le radius est parallèle à l'ulna. Ça, c'est faux, parce que ça, c'est la description du mouvement de supination. C'est lors du mouvement de supination que le radius est parallèle à l'ulna. Lors du mouvement de pronation, le radius, il va recouvrir en fait l'ulna par l'avant. Ensuite, la circonférence articulaire de la tête radiale s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. Ça, c'est du cours pur, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, le processus styloïde radial descend plus bas que le processus styloïde ulnaire. Ça aussi, c'est vrai. Ça, on peut le retenir facilement en voyant le schéma. Quand on voit le schéma, on voit bien qu'il y en a un qui descend plus bas que l'autre, et c'est celui du radius. Ensuite, l'ulna maintenant. L'ulna est un os long et bilatéral. Ça, c'est vrai. Pas rien de compliqué. L'ulna dépasse le radius en haut. C'est vrai aussi. En fait, le processus styloïde du radius, ouais, il descend plus bas, mais l'ulna, il est plus haut. Quand on regarde en proximal, il est plus haut que le radius. Ensuite, l'ulna est l'os latéral de l'avant-bras. Ça, c'est faux, parce que c'est l'os médial. Donc, en latéral, on a le radius, en médial, on a l'ulna. Ensuite, la face antérieure de l'olécrâne est une surface articulaire. Ça, c'est faux. C'est vrai, pardon. C'est vrai. Elle contribue à former l'incisure trochléaire. L'incisure trochléaire, donc, qui est destinée à la trochlée de l'humérus. Et ensuite, pour finir, la tubérosité ulnaire est le lieu d'insertion du muscle brachial. Ça, c'est du cours aussi, c'est vrai. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Oui, très bien. Oui. Ok, super. Maintenant, on passe à la main. Alors, le carpe est un massif osseux composé de 6 os. Ça, c'est faux, parce que du coup, 8 os. Faire attention à ne pas confondre. Il y a 8 os qui composent le carpe. Le canal carpien est un canal ostéofibreux inextensible. Ça, c'est vrai, c'est du cours, texto. La rangée proximale du carpe est composée de l'os trichotrum. Ça, il fallait dire que c'est vrai. Ensuite, la rangée distale du carpe est composée de l'os pisiforme. Donc, vous voyez là, il n'y a pas le piège de la première question, c'est bien l'os pisiforme et non pas piriforme. Mais du coup, c'est quand même faux. L'item est faux parce que le pisiforme, il fait partie de la rangée proximale et non pas de la rangée distale. Et enfin, le pouce comporte 3 phalanges, ça c'est un petit piège. Le pouce, il n'en comporte que 2, contrairement aux autres doigts, qui comportent 3 phalanges chacun. Voilà, maintenant on va passer à un petit peu de schéma sur l'ombre supérieure. Alors, ici on vous dit que la flèche numéro 1, c'est l'acromion. Donc la flèche numéro 1, c'est pas l'acromion. L'acromion, il est là, en 4. Et ça, en fait, c'est le processus coracoïde. Donc ça, c'est le schéma du cours typique. Il faut apprendre tous les petits détails qu'il y a sur le schéma. Ensuite, en B, on vous dit que la flèche numéro 2 désigne l'épine scapulaire. La flèche numéro 2, elle ne désigne pas l'épine scapulaire, parce que l'épine scapulaire, elle se situe sur la face postérieure de la scapula. Et en fait, du coup, cette flèche, elle désigne la crête d'insertion du muscle subscapulaire. Donc, l'item B, il est faux aussi. Ensuite, en C, la flèche numéro 3 désigne le pilier, ça, c'est vrai. Voilà. Ensuite, la flèche numéro 4 possède une surface articulaire destinée à l'extrémité latérale de la clavicule. Du coup, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai. D'accord? Ça, c'est l'acromion. Et là, c'est vous voyez ce qu'il y a un petit grisé là? Ben, ça, c'est la surface articulaire qui est destinée à l'extrémité latérale de la clavicule. Et c'est là, dans cette surface articulaire-là, qui s'appelle la cavité donc glénoïdale, que va s'articuler la tête humérale. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et numéro 5, la flèche numéro 5 est le tubercule supraglénoïdal. Alors ça, bon, c'est un petit piège récurrent. Le tubercule supraglénoïdal, il est, comme son nom l'indique, supra, c'est au-dessus de la cavité glénoïdale. Donc, il est là et non pas là. Ça, c'est le infraglénoïdal, du coup. Voilà. Maintenant, on passe à l'humérus. L'humérus,
seul os du bras, du coup, comme on a dit tout à l'heure. Je vais essayer de bien cadrer. Voilà. Alors, la flèche numéro 1 vous dit que ça désigne la tubérosité deltoïdienne. Ça, c'est complètement vrai. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure sur la question de bien visualiser avec les schémas, parce que là, on voit bien que c'est la partie plutôt antérolatérale. Donc là, on le voit bien sur le schéma. Donc ça, c'est complètement vrai. Ensuite, la flèche numéro 2, elle reçoit le bec du processus coronoïde de l'ulna lors de la flexion du coude. Ça, c'est vrai aussi, c'est texte court. Là, quand on va plier, la tête, le bec du processus coronoïde, il va revenir ici, en fait. Il va se placer ici quand on plie le coude. Ensuite, la flèche numéro 3. La flèche numéro 3, on nous dit qu'elle désigne le sillon du nerf radial. Ça, c'est complètement faux. Parce que la flèche numéro 3, là, ça, c'est le sillon intertuberculaire. Et en fait, le sillon du nerf radial, il est dans la face postérieure de l'humérus, et non pas dans la face antérieure comme ici. Là, on est bien sur une vue antérieure. Et enfin, non, pas enfin, il reste encore 2. Alors, la flèche numéro 4 est le tubercule majeur, ici. Il faut faire attention, c'est un petit piège là. Quand on regarde comme ça à vue d'œil, on dirait que c'est lui le tubercule majeur, mais en fait, non. Ça, c'est le tubercule mineur. Et ça, c'est le tubercule majeur. Donc ça, c'est un petit piège à faire attention. Et enfin, la flèche numéro 5, donc ça, s'articule avec la fovea radiale. La flèche numéro 5, c'est quoi? C'est le capitulum, et donc il s'articule bien avec la fovea radiale. C'est dans le coup. Voilà. Ensuite, une petite question texte maintenant. Concernant le membre pelvien, la ceinture pelvienne est formée de l'os coxal et du sacrum. Alors ça, c'est faux. C'est faux parce que la ceinture pelvienne, elle est uniquement composée de l'os coxal. Ceinture pelvienne, que os coxal. Donc ça, c'est faux. Ensuite, le tibia se situe en dehors et la fibula, aussi appelée péroné, en dedans. Ça, c'est faux aussi, parce que le tibia, il est en dedans et la fibula en dehors. C'est exactement le même délire que le radius et l'ulna dans l'avant-bras. Il y en a un qui est en dehors et un qui est en dedans. Donc là, c'est le tibia qui est en dedans et la fibula en dehors. Ensuite, l'os coxal est un os plat, pair et symétrique. Alors, l'os coxal, c'est un os plat. Là, quand il y a plusieurs informations dans la question, on essaie de valider ou de dévalider, hein, chose par chose. Donc là, on nous dit que c'est un os plat. Oui, c'est un os plat. C'est un os pair. Oui, c'est un os pair. Mais c'est pas un os symétrique. Donc l'item, il est faux. On voit bien, quand on regarde l'os coxal, que c'est pas du tout symétrique. Si on place un axe de symétrie en plein milieu, on voit bien que c'est pas du tout symétrique. Ensuite, la partie moyenne de l'os coxal cerne le foramen obturé. Ça, c'est faux, parce que c'est la partie inférieure de l'os coxal qui cerne le foramen obturé. Voilà, il est là le foramen obturé, et donc c'est la partie inférieure qui cerne le foramen obturé. À ne pas confondre avec cette partie-là, qui est l'acétabulum. Ensuite, le rebord supérieur de l'os coxal forme un relief palpable, la crête iliaque. Donc ça, c'est forcément vrai, parce que je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais dans les QCM, il y a forcément un item vrai. Donc là, en l'occurrence, tous les autres étaient faux, donc forcément, le dernier, il est vrai. Et puis, c'est bien relief palpable, c'est nickel. Voilà. Ensuite, un petit schéma maintenant. Alors, la flèche numéro 1 est concave en dehors. Alors, la flèche numéro 1, elle n'est pas concave en dehors, elle est concave en dedans. Donc ça, c'est faux. Ensuite, numéro 2 est la surface symphysaire. Alors, ça, c'est faux, parce que c'est la surface auriculaire, qui s'articule avec le sacrum. Donc c'est faux. Ensuite, numéro 3, c'est le foramen obturé. C'est complètement faux, parce que ça, c'est la surface symphysaire. Ensuite, donc en fait, il y avait un petit inversement. Ensuite, numéro 4. Numéro 4, c'est une crête oblique en bas et en avant qui divise en deux la face médiale de l'os coxal. Alors, beaucoup d'informations. Donc, est-ce que c'est bien une crête oblique en bas et en avant qui divise en deux la face médiale de l'os coxal? Oui, on se concentre bien et on voit que c'est vrai. Ensuite, numéro 5, c'est l'éminence iliopubienne. Ça, c'est vrai aussi. C'est dans le schéma. Et voilà. Avant d'attaquer le fémur, est-ce que pour l'instant, tout va bien? Oui. Oui. Ok, super. Alors, le fémur maintenant. Le fémur, oblique en bas et en dedans, est articulé en haut avec l'os coxal et en bas avec la fibula. Alors,
Là, il y a un petit inversement. C'est faux, parce que le fémur, il s'articule en bas avec le tibia, et non la fibula. Donc ça, c'est faux. Ensuite, B. Le bord latéral du fémur est aussi appelé ligne âpre et constitue un renforcement osseux. Alors, la ligne âpre, ça constitue bien un renforcement osseux, sauf que c'est pas le bord latéral du fémur, mais le bord postérieur du fémur. Donc cet item, il est faux aussi. Ensuite, la tête fémorale représente 2/3 d'une sphère d'environ 25 mm de rayon. Donc ça, c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure. On ne confond pas le tiers de la tête humérale avec les 2/3 de la tête fémorale. Et ça fait bien 25 mm de rayon, c'est nickel. Ensuite, D. L'angle d'antéversion est formé par l'axe du col anatomique et l'axe de la diaphyse, et il mesure 130 degrés. Ça, c'est vrai, c'est dans le cours aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, non, pardon, je dis n'importe quoi, la D, elle est fausse. Ouais, c'est faux parce que c'est la description de l'angle d'inclinaison et non celui d'antéversion. Donc ça, c'est faux. Ensuite, E, l'axe du col anatomique du fémur est oblique en haut, en avant et en dedans. Ça, c'est vrai. Voilà, donc pour cette question, c'était C. Après, vous avez ça, donc vous avez les bilans de réponse à chaque fois, pour chaque question. Voilà, un petit schéma maintenant sur le fémur. Alors, numéro 1 est la ligne âpre. Bon, si on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la ligne âpre, c'est face postérieure. Là, on n'est pas du tout en face postérieure, donc c'est faux. Ça, c'est la ligne intertrochantérique, en fait, entre le grand et le petit trochantère. Ensuite, la flèche numéro 2 relie la tête au massif trochantérien. Ça, c'est vrai, pas de problème. Numéro 3, notre fameuse, c'est la ligne intertrochantérique. Bah, du coup, c'est complètement faux, parce que la ligne intertrochantérique, elle est là, et ça, là, vu qu'on est bien sur une vue postérieure, on a bien notre fameuse ligne âpre. Donc ça, c'est faux, du coup, le C. Ensuite, numéro 4 est le condyle médial. Numéro 4, c'est pas le condyle médial, c'est le condyle latéral. Il faut bien regarder l'orientation. Là, vous voyez qu'on est, ça c'est le haut et ça c'est l'avant. Donc là, on regarde comme ça et ça c'est latéral et non pas médial. Et enfin, numéro 5 est la fovea capitis. Numéro 5 ici, c'est pas du tout la fovea capitis. La fovea capitis, elle est là, ce petit point là. Et ça, c'est le petit trochanter. Donc c'est faux. Excuse-moi, j'ai juste une question. Ouais, dis-moi. Par rapport au concours, est-ce qu'on va nous donner ou pas les orientations au avant et tout? Ou on n'aura Alors, pas ce schéma? si on vous met ce schéma, c'est exactement le même schéma, donc il y a les orientations. Mais normalement, en général, c'est plus des schémas comme ça qui tombent. Et donc là, on te dit, voilà, sur cette vue médiale de l'os coxal, ou encore, comme ici, on te dit cette vue antérieure. Donc tu sauras forcément c'est quoi tu es sur quelle vue. Soit antérieure, soit postérieure, soit... Tu sauras sur quoi tu es, en tout cas. Ok, Soit on te met un parfait, truc comme ça, soit on te le met dans la consigne. d'accord, merci. De rien. Voilà. Ensuite, maintenant, on est un peu plus sur des questions générales. Sur le membre pelvien toujours, la patella est un os sésamoïde dont la surface postérieure est en contact avec la trochlée fémorale. Ça, c'est vrai. C'est écrit comme ça dans le cours, donc il faut connaître ça comme ça. Ensuite, le grand trochanter du fémur est une petite pyramide triangulaire située en dehors du col. Alors là, petit piège. Le grand trochanter, il est bien situé en dehors du col, mais c'est le petit trochanter qui est en forme de petite pyramide triangulaire. Donc là, petite pyramide triangulaire égale petit trochanter, et non pas grand. Ensuite, le tibia et la fibula sont articulés entre eux à leur extrémité proximale et distale. Ça, c'est vrai. Donc, ils sont articulés ensemble en haut et en bas. Ensuite, la fibula ne participe pas à l'articulation du genou. Il faut bien faire attention aux items comme ça quand on met des négations. Là, en l'occurrence, c'est vrai. C'est pas tout le temps vrai, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, oui, la fibula, elle ne participe pas du tout à l'articulation du genou parce qu'elle s'arrête avant, en fait. Elle s'arrête au niveau du tibia parce qu'elle s'articule en haut avec le tibia, donc elle s'arrête avant le genou. Ensuite, le col de la fibula est en contact en dehors avec le nerf fibulaire commun. Ça, c'est vrai aussi. C'est dans le cours et on le voit dans le schéma aussi qu'il y a dans le cours. Voilà, ensuite, question 14 sur, tu vois, regarde ici, on a une vue antérieure et postérieure du tibia. Donc la première, c'est antérieure et la deuxième, c'est postérieure. Donc on vous dit que la flèche numéro 1 est une surface articulaire. La flèche numéro 1,
c'est bien une surface articulaire parce que c'est là où il va y avoir en fait l'articulation du genou qui va se former. Et en fait, c'est la surface glénoïdale. Ensuite, la flèche numéro 2 est le tubercule intercondyle, c'est vrai aussi. La flèche numéro 3, c'est le tubercule de Gergy, c'est vrai aussi, pas de souci. Numéro 4, donc la flèche numéro 4, c'est ça. Et s'il y a un repère anatomique de l'insertion du ligament patellaire, c'est complètement vrai aussi. Donc là, il va y avoir la patella, et là, il va y avoir le ligament patellaire. Ensuite, numéro 5, c'est la ligne du muscle solaire située au niveau de la face postérieure de la diaphyse tibiale. C'est complètement vrai aussi. Donc là, on a une question tout vrai. Tous les items sont vrais. Et enfin, dernière question. Sur cette vue médiale du pied. Alors, la flèche numéro 1, qu'est-ce qu'elle désigne? Le 5e métatarsien. Il faut faire attention, c'est un peu bête, mais il ne faut pas confondre... Pardon? Et quelqu'un qui a posé Non, une question? pardon. Non, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est pas grave. Vous me dites s'il y a un problème ou s'il y a une question. Donc là, je disais, pour ça, c'est une question... Enfin, c'est pas bête, mais c'est juste qu'il ne faut pas se tromper pour compter les... C'est comme les doigts de la main, en fait, c'est pareil, il ne faut pas se tromper dans l'ordre de comptage, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, la flèche numéro 1, elle ne désigne pas le 5e métatarsien, mais le premier. Du coup, on commence à compter par le métatarsien médial, quoi. Donc ça, c'est le premier, c'est pas le 5e. Ensuite, la flèche numéro 2, c'est l'os cunéiforme médial. Ça, c'est vrai, pas de souci. Numéro 3, c'est le talus. Alors, numéro 3, il est là. Est-ce que vous voyez bien les chiffres, en fait? Bon, je vous montre. La flèche numéro 3, c'est ça. Et du coup, ça, on vous dit que c'est le talus. Alors ça, c'est absolument pas le talus. Ça, c'est le sustentaculum thalli. Donc ça, c'est pas le talus. Ça, c'est faux. Ensuite, c'est la flèche numéro 4. Donc, l'os désigné par la flèche numéro 4, il se situe au-dessus du calcaneus. C'est totalement vrai, parce que du coup, ça, c'est le talus, et non pas ça. Et le talus, il se situe bien au-dessus du calcaneus qui se trouve ici. Et enfin, la flèche numéro 5, on vous dit que la flèche numéro 5 fait partie du tarse antérieur. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Voilà pour ces questions. Après, voilà, vous avez la correction avec tout qui est détaillé. Si vous voulez le refaire, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur n'importe quoi, en fait? Non, il n'y a pas de questions par rapport au QCM? Oui, dis-moi. Prenez la Alors parole. en fait, pardon, juste par rapport à la question 14, il y a ma voix qui fait écho. Il y a quoi? Il y a ma voix qui fait écho, je crois. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, je t'entends. Ah ok. Donc en fait, pour la question 14, l'item... Attends 2 secondes. L'item 2, en fait, le tubercule juste intercondylaire, c'est un peu... Enfin, moi, en fait, j'avais appris comme l'épine intercondylaire, mais c'est pas grave, non? C'est ça? Vu que c'est juste... Oui, c'est pareil. J'imagine que c'est la même chose. Ouais, normalement, sur le schéma, je crois que c'est écrit les deux, tubercules et épines, mais oui, c'est Ah ok. pareil. D'accord, ok. Oui, Très bien, d'accord. Merci. De rien. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Quelque chose que vous n'avez pas trop compris? C'est le moment, hein, comme ça, vous comprenez bien, et quand vous refaites les QCM, vous êtes bien OK dessus. Non, il n'y a pas d'autres questions? Bon, on va passer à la partie explication, alors. Ben, vous me dites, en fait, on m'a dit que vous aviez des questions par rapport aux orientations et quelques mots de vocabulaire. Donc, je vous laisse me les écrire ici, comme ça, on voit ensemble et je vous les explique. Je me permets juste de prendre la parole par rapport à ça. C'est juste qu'en fait, je voulais savoir, par exemple, quand on dit latéral et médial, Médial, ouais. comment on sait où se situer? C'est ça, est-ce que ça a un rapport avec la droite et la gauche Non, alors en fait, latéral et médial, si tu veux, tu prends le corps. Alors, attends, je crois que les schémas du cours, justement, ici, non, c'était pas là. Là, voilà. Alors, tu as ton corps comme ça. Ça, c'est dans le poly de la fac, hein, donc vous avez accès, il n'y a pas de souci.
tu as ton corps et en fait, tu vas faire un trait au milieu. Et tout ce qui va être... Ok, ça va. Il n'y a pas de souci, on va revenir sur tout ça. Hein. Alors, déjà, latéral et médial. Donc, on prend notre corps, on fait un trait au milieu comme ça. Et on s'imagine que tout ce qui se rapproche de ce trait, de ce plan du milieu, ça va s'appeler médial. Et tout ce qui va être en dehors, ça va s'appeler médial. Par exemple, on va prendre là, du coup, les os de l'avant-bras. Vous voyez là, par exemple, ici, ce côté, on va avoir le radius. Et ici, ce côté, on va avoir l'ulna. Donc, l'ulna, il est plus proche du plan médian. Donc, on va l'appeler médial. Et le radius, il va être latéral parce qu'il va être, du coup, en dehors. C'est ça, en fait. C'est par rapport au milieu du corps, si tu veux. Tu prends ton milieu du corps et tu regardes est-ce que c'est lequel qui est le plus proche du milieu. Celui qui est plus proche du milieu, il va être médian. Celui qui est plus loin du milieu, donc plus latéral, il va être latéral. Ici, c'est pareil. Dans les os qu'il y a là, le radius, qu'est-ce que je dis? Le tibia et la fibula. Le tibia, il va plus être proche du milieu, donc il va être médian. Et la fibula va plus être en dehors, donc elle va être latérale. Voilà. Du coup, pour proximal distal, c'est par rapport à quoi qu'on se base? Par rapport à proximal distal, on va se baser par rapport à la racine du membre. Par exemple, pour le bras, là, tout le bras jusqu'à la main. La racine du membre, elle est là, c'est de l'épaule en quelque sorte. Et donc, ce qui est proximal, ça va être ce qui est près, et ce qui est distal, ça va être ce qui est loin, en fait, par rapport au début du membre. Ok. Tu vois? Ok. Par exemple, on va dire, bon, ça se dit pas trop, mais le coude, on peut dire qu'il est proximal par rapport à la main qui est plus distale. Tu vois? Ouais, j'ai compris, merci. Voilà. Donc ça, c'était pour proximal, distal, latéral, médial. Ensuite, la différence entre avant et en arrière. En avant et en arrière, c'est juste en avant et en arrière, comme tu pourrais le désigner de manière normale, quoi. Je comprends pas. En avant, ça veut dire qu'il va venir vers toi, en fait. Si tu regardes, tu as vu, là, par exemple, le corps, il est devant toi. Si tu regardes comme ça, s'il y a un os qui va sortir un peu, qui va venir vers toi, tu vas dire qu'il va en avant. Et s'il y a un os qui va aller vers l'arrière, tu dis qu'il va en arrière. Du coup, c'est juste l'orientation par rapport à toi, en fait. Tu regardes, est-ce que ça vient vers toi? C'est-à-dire ça va vers l'avant. Est-ce que ça va vers l'arrière? Donc, on dit que ça va vers l'arrière. Est-ce que c'est bon pour ça, en avant et en arrière? C'est pareil que antérieur, postérieur, c'est ça? Non, antérieur et postérieur, ça veut dire devant et derrière, en fait. Antérieur, c'est devant, donc c'est tout ce que tu vois là. Et postérieur, c'est... On n'a pas de vue postérieure ici. Mais postérieur, ça serait ce monsieur, mais tourné derrière, en fait. Tu verrais le dos et les fesses. Mais du coup, en avant, c'est bien. Enfin, je vois pas la différence entre avant et antérieur. En fait, en avant et en arrière, c'est utilisé pour désigner des orientations. En fait, tu vas prendre un os et tu vas dire il va vers l'avant ou il va vers l'arrière. Par contre, quand tu dis postérieur et antérieur, c'est pour désigner la position de quelque chose. Par exemple, tu vas dire là les pecs, on va dire qu'ils sont antérieurs les pecs, parce que c'est devant. Et les fesses, on dit que c'est postérieur, parce que c'est derrière. Tu as compris? Quelque chose qui est postérieur, il peut aller en avant quand même. Oui, voilà, tout à fait. Quelque chose qui est postérieur. En fait, le fait que ça aille en avant ou en arrière, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit devant ou derrière. Ok. Si tu tends ta main, ta main, elle va aller vers l'avant. Après, si tu mets ta main vers l'arrière, elle va aller vers l'arrière. Mais si tu la mets, ça n'a pas de rapport en fait. Quelque chose qui est postérieur, ça peut quand même aller vers l'avant. Et quelque chose qui est antérieur, ça peut aller vers l'arrière. Donc voilà pour ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Ensuite, en haut et en bas, pareil. Quelque chose on va décrire l'orientation d'un os, par exemple, ça va vers le haut. Tu le prends comme ça va vers le haut. Et vers le bas, pareil, ça va vers le bas. Et en dehors et en dedans, c'est un peu pareil que médial et latéral, en fait. Tout ce qui est en dehors, quand tu vas décrire l'orientation d'un os, tu vas dire qu'il va en dehors, ça veut dire qu'il va vers le dehors, en fait, qu'il va vers l'extérieur du corps. Et quelque chose qui va en dedans, ça veut dire qu'il va vers cet axe médian toujours. On se réfère toujours à cet axe médian. En dedans, ça veut dire qu'il va vers l'intérieur du corps. Vers le milieu, en fait, du corps. Alors qu'en dehors, ça va vers l'extérieur. Est-ce que c'est bon pour ça? Moi, je vois pas trop la différence entre avant, arrière et dedans, dehors. Entre avant, arrière et dedans, dehors? Ouais. Alors, quand on te dit qu'un os, il va en avant. Donc, tu t'imagines, là, un os, il vient, toi, par rapport à ce bonhomme-là. Tu t'imagines que là, je sais pas, il y a son fémur qui sort. Il va vers toi. Donc, on va dire qu'il va vers l'avant.
D'accord avec moi? Oui. Ok. Et si je te dis qu'il va en dedans, ça veut dire qu'en même temps qu'il va vers toi, il va aussi vers là. Son orientation, elle se pousse vers là, en fait, vers le milieu du corps. Et pareil, il peut aller en avant, mais plutôt s'orienter vers l'extérieur. Donc là, on va dire qu'il va en avant et en dehors. Ok. D'accord? Voilà. Et pour concave et convexe, alors concave et convexe, c'est... comment je peux vous expliquer ça? Attends, je vais chercher un schéma. Concave, en fait, ça veut dire ça, regardez. Vous avez vu ici? Là, le fait que ça rentre comme ça dedans, c'est concave. Et convexe, c'est le contraire. Convexe, c'est ça sort. Vous voyez, là, ça sort, donc c'est convexe. Concave, on peut s'imaginer, moi, comme technique, je me disais concave, c'est comme une cave, et je sais pas, une cave, c'est creux, donc voilà. Je me disais, comme c'est creux, hop, ça, c'est concave. Vous voyez, quand vous prenez votre main, si vous la pliez, comme si que vous mangiez, en fait. Et là, ça va faire une forme concave. Et comment on sait si c'est concave ou convexe? Parce que là, sur le schéma qu'il y a, les deux vont vers En l'intérieur. fait, ça dépend de l'orientation, mais en gros, tu peux dire les deux, mais en changeant l'orientation. Par exemple, tu as vu ce bonhomme-là, il est latéral, on est d'accord. Là, tu es en train de regarder de côté. Si tu te mets devant, si tu te mets ici, là, ton œil, tu le mets ici, tu vas voir que là, c'est concave. Ouais. Donc, tu vas dire que c'est concave en avant, parce que toi, tu regardes en avant. Tu es d'accord avec moi? Tu vas te mettre en avant et tu vas voir que c'est concave. Donc, tu vas dire quoi? C'est concave en avant. D'accord, mais donc si c'est l'inverse. Donc, si tu te mets derrière, là, tu vas dire que c'est convexe en arrière. Ok, donc c'est pas fixe, concave et convexe. Ça dépend juste de ton orientation, d'où tu regardes, en fait. Ok. Après, par exemple, pour l'os coxal, on va dire que c'est concave parce que tu vas regarder de devant ou de haut. Tu ne vas pas regarder d'en dessous. Donc, on ne va pas préciser forcément concave en avant ou en arrière. On va juste dire que c'est concave. Ok. Et là, pareil, si on se met ici derrière, on va dire que c'est concave en arrière. Et si on se met ici devant, on va dire que c'est convexe en avant. En fait, c'est le contraire. Concave en avant, c'est le contraire de convexe en arrière. Voilà pour ça. Tu vois, regarde ici, tu as l'os coxal. Là, en fait, ça fait un genre de creux. Donc, tu vas dire que c'est concave. Tu vas pas aller regarder en dessous ou derrière pour dire que c'est convexe. Donc, tu vas regarder directement ici et dire que c'est concave. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas un autre petit exemple, comme ça vous êtes bien au clair dessus. Par exemple, voilà, on va prendre l'exemple le plus facile. Le crâne. Le crâne, on va dire que c'est concave. Convexe, pardon, convexe. Que c'est convexe parce que ça sort du coup, ça rentre pas, c'est pas creux quand on le regarde l'os. Est-ce qu'il n'y a pas un autre exemple? Voilà, par exemple, ça. Là, si je regarde ici, c'est concave, et si je regarde dehors, c'est convexe. Ça dépend juste de où on regarde, en fait. Mais concave, c'est creux, et convexe, c'est quand ça sort. Bon, voilà, il n'y a pas trop l'air d'y avoir d'autres exemples. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui. Oui, dites-moi, la personne qui a levé la main, c'est quoi? Moi, en fait, j'avais une question sur le cours de membre pelvien, partie sur le fémur, l'épiphyse proximale, du coup la tête. En fait, là, en parlant de la fossette du ligament rond et de l'artère nourricière, je crois, ils disent que c'est le cadran postéro-inférieur. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, voilà. Alors, je vais te mettre le schéma et on va voir ensemble. Donc là, je l'avais sur le schéma que j'avais mis ici. Voilà, là. Donc là, on est sur une vue antérieure. On est d'accord. Là, on est sur une vue postérieure. Là, on est sur une vue latérale. Et là, on est sur une vue médiale. Donc, en regardant sur la vue médiale, là, on te dit que ça, c'est l'arrière et ça, c'est le haut. Donc là, tu es devant et là, tu es derrière. Est-ce que tu as bien ça en tête déjà? Oui. D'accord. Donc là, tu es d'accord que là, la petite fovea capitis, elle est en arrière. En arrière de... Enfin, elle est vers l'arrière. La rigueur, elle est là, c'est médiane. l'arrière. Tout ce côté-là, c'est l'arrière. Ah oui. Voilà. Donc là, par rapport à l'os, là, c'est le devant et là, c'est le derrière. On est d'accord? Oui. Ouais. Donc là, ton petit point, il est en arrière.
Il est pas... S'il était là, il serait devant, vers l'avant. Mais là, il est derrière, il est en arrière, en fait, par rapport à l'os. Ça, c'est la partie postérieure de l'os. D'accord, donc c'est pas par rapport au plan anatomique, en général, c'est ça? Mais si, en fait, même par Quand on rapport à dit l'anatomie. postérieur. Ouais, par rapport à l'anatomie aussi, regarde. Là, ça va être l'avant de ton corps, et là, ça va être l'arrière de ton corps. Donc, même anatomiquement parlant, par rapport au plan général. Ah, ok. Je T'as viens de compris? voir, en fait. Oui, Voilà, en fait, il faut qu'il y ait le déclic de la vision, et après, c'est nickel. oui, ok, je viens de voir, oui. Voilà. Et ensuite, Bon, on j'ai te dit que c'est compris. le cadran postéro-inférieur, parce que quand tu coupes ce Oui. petit rond-là, quand tu le coupes Oui. en 4, eh ben, ça va être le cadran postéro-inférieur. Ici, le cadran Ouais. postéro-supérieur, là, antéro-supérieur, et là, antéro-inférieur. Il faut juste couper ça en 4 et tu vois que c'est cadran postéro-inférieur. D'accord, merci. De rien. Il y avait une autre personne qui avait levé la main. Oui, moi, j'avais Ouais, une dis-moi. question. Par exemple, pour la clavicule, je sais qu'il y a l'extrémité sternale et acromiale, mais Ouais. par exemple, pour la face supérieure et inférieure, du coup, c'est inversé. Mais Ouais. moi, j'arrive pas, du coup, je confonds toujours, je les confonds toujours les deux. Du coup, je sais jamais quel emplacement c'est. Alors, attends, je vais mettre le schéma. Je cherche. Non, génial. Bon, on va chercher. Si jamais quelqu'un sait dans quelle page c'est, je suis preneuse. Je crois que c'est 103 ou 104. Planche 104, ouais. Ok, bon, on est loin alors. « 103 ou 104, on avait dit. Ok, nickel, merci. Alors, donc là déjà, tu es sur une vue supérieure ici. Donc quand tu regardes en haut, en fait, tu vas voir que là, ça va être l'extrémité. Là, elle est mise droite, mais en gros, elle est un peu oblique, la clavicule, tu vois. Elle fait un peu ce chemin-là, comme ça. Oui, Donc là, ça va être ce qu'il y a en avant, donc sur le sternum. Tu vois, il est où le sternum? oui, Voilà. Donc ça va être ce qui va être sur le sternum, et ça, c'est ce qui va se poser sur derrière l'extrémité acromiale. ok, Et quand tu regardes en dessous, c'est pareil, en fait, mais c'est inversé. Si tu veux, là, il va y avoir... C'est comme si tu regardais absolument la même clavicule, là, du même côté et tout. Donc la clavicule droite. Sauf que tu vas la regarder en dessous. Il faut vraiment que tu essaies de visualiser le fait que tu la regardes d'en dessous. Et que donc là, tu vas avoir ton manubrium sternal. Et que là, tu vas avoir ton acromion dans ta scapula. Il faut vraiment que tu regardes. Tu te dis, là, je regarde en haut. Et ben, tu fais juste pareil, mais en regardant en bas. ok, ça va. Voilà. Mais c'est Moi, juste j'ai qu'il faut pas que tu en compris fasses non attention. Sinon, il s'accroche avec le même truc devant et derrière, quoi. Moi, C'est j'ai quoi que pas t'as pas Ok, compris? merci. De rien. C'est quoi que tu n'as pas compris, tu m'as dit? En fait, vu que les deux, normalement, c'est les mêmes, c'est le même côté, Ouais. et vu que c'est inversé, moi, je n'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas réussi à visualiser parce que du coup, est-ce qu'il se tourne, pour aller de la vue supérieure à la vue inférieure, est-ce qu'il se tourne Alors, vers fait, l'avant ou vers l'arrière ou de droite à gauche parce que j'arrive pas du coup à visualiser. en fait, il faut juste pas que vous croyez que ça, tu le regardes en dessous, mais genre, je sais pas comment vous le dire. Attends. Parce que tu vois, là, c'est l'extrémité sternale, mais quand tu regardes en dessous, ici, là, c'est l'extrémité acromiale, parce que c'est pas la clavicule opposée. Genre, en fait, là, on va dire que là, c'est le milieu de ton corps, et là, c'est l'extérieur de ton corps. Quand tu regardes ici, la clavicule droite, donc pareil, le même côté. Là, ça va être le dehors de ton corps et là, l'intérieur de ton corps. Alors qu'ici, c'était là le dehors, tu vois. Le dehors, il est là, alors que là, le Donc, dehors, le il est là bras. quand tu regardes en dessous. Donc le bras, l'extérieur, c'est le bras. Oui, voilà. Donc là, le bras, il va être là, enfin, un peu plus devant, mais t'as Donc là, compris. on regarde comme si on était de derrière. C'est comme si tu prenais ta main, prends ta main et tu te Ouais. dis, tes doigts, là, c'est l'extrémité sternale. Quand tu regardes en dessous,
de ta même partie, tu vas voir que en fait, ça s'inverse, tu vois. Là, il faut juste comprendre que là, c'est le dehors, mais là, le dehors, il est ce côté. Ok. Et pareil, là, c'est le dedans, donc l'extrémité sternale, et là, le dedans, il est là. Ok. Je vais juste essayer de visualiser ça, mais voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à d'autres trucs, d'autres os, d'autres orientations? Super important ça, parce que c'est comme ça qu'on arrive mieux à retenir, en essayant de visualiser vraiment dans sa tête. Ça facilite en fait. Juste costal, distal, si je me trompe pas, c'est pareil que postérieur, antérieur? Non, costal, ça veut juste dire en rapport avec les côtes. Ah, tu dis ça par rapport à cette question, attends. C'était quelle question déjà? Même poli, il y avait marqué entre parenthèses postérieur quand il y avait marqué, par exemple, costal. Est-ce que quelqu'un sait c'était dans quelle question il y avait ça à un moment? J'avais mis ça, mais je sais plus dans quelle question. En fait, le costal, il veut dire, mais c'est que par rapport à la scapula, en fait. La face costale de la scapula. Du coup, on va voir si tu as compris. La face costale de la scapula, c'est la face antérieure ou postérieure? C'est antérieur? Tu m'as dit quoi? Antérieur? Voilà, nickel. C'est juste ça, en fait. C'est juste par rapport aux côtes. Ok, parfait. Mais sinon, c'est pas valable pour tous les organes. Enfin, c'est pas valable pour tous les os, en fait. Tu peux pas dire que le tibia, il a une face costale, parce que c'est juste... Costal, ça veut dire un rapport avec les côtes, et le tibia, il a un peu rien à voir avec les côtes. D'accord, donc c'est que dans ce chapitre qu'on utilisera ça, costal C'est que par rapport à l'os qui est en rapport avec les côtes, en fait. Tout ce qui est en rapport avec les côtes, tu pourrais dire que c'est costal. Donc, c'est même pas forcément par rapport à que la scapula, mais c'est tout ce qui est en rapport avec les côtes. Tu vois bien que le tibia, par exemple, il est trop bas pour être en rapport avec les côtes, donc on n'utilisera jamais le mot costal pour le tibia. Par contre, on peut dire que le manubrium sternal, il est intercostal, par exemple, tu vois, parce qu'il a un rapport avec les côtes. Donc, on peut utiliser le mot costal. Mais costal, ça veut vraiment juste dire ça par rapport aux côtes, en fait. Ok, nickel, merci. De rien. Voilà. D'autres questions, d'autres interrogations? Ouais, dites-moi, prenez la parole direct, t'as pas la peine de lever la main. Moi, en fait, j'avais juste une question sur la rotule, enfin la patte là. Pourquoi elle est extra-articulaire? Voilà. Pourquoi elle est extra-articulaire? Oui, en fait, c'est écrit que c'est extra-articulaire, mais voilà, je ne sais pas si je dois comprendre plus en détail ce que c'est, ou bien c'est par rapport à, vu qu'il y a le tibia en bas, donc il n'y a pas d'articulation entre les deux, je crois, et donc que c'est extra-articulaire. Ouais, je Je pense sais que pas. c'est plutôt par rapport à ça, ouais. Parce qu'en soi, ça constitue une articulation, le genou. Mais c'est pas directement articulé avec le tibia en bas. D'accord, ok. Merci. De rien. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Posez vos questions, hein, n'hésitez pas vraiment. Le moindre petit truc qui peut vous aider. C'est qui avait levé la main? On va voir. Pas d'autres questions? Est-ce que dans les cours d'anatomie, il faut apprendre tous les moindres détails? C'est-à-dire, quand on dit par exemple qu'un os, il est plat, rond, je sais pas, euh, épais, ou je sais pas, un truc comme ça, il faut vraiment apprendre chaque chose ou il y a des choses qui tombent pas? Ah bah ça oui, parce qu'en fait ils peuvent te faire des pièges sur, tu vois par exemple tout à l'heure pour l'os coxal, on peut te dire qu'il est pair, qu'il est ce que tu veux, mais qu'après on te dit il est symétrique. Toi tu vas dire oui il est pair, il est plat, tout ce que tu veux, et après tu vas te dire ouais bah, il doit sûrement être symétrique, mais en fait non. Donc, il n'y a Il y a rien à des trucs éliminer. Après il y a des trucs qui sont logiques, tu vois par exemple on te dit le fémur c'est un os long et pair, tu vois bien qu'il est pair, tu en as deux de fémur, tu n'en as pas qu'un, il est long oui, donc c'est pas des trucs à apprendre par cœur, ça tu le vois visuellement, mais après il y a des trucs un peu plus précis, ouais faut savoir parce qu'ils peuvent te poser ce genre de questions. Ok. En fait, tu apprends les trucs propres à chaque os, en fait. Les trucs, quand on te dit l'os il est long, l'os il est pair, c'est pas propre à chaque os, donc ça tu te dis c'est bon, je le vois directement. Mais quand il y a des particularités, ça faut connaître la particularité de l'os. Ok. Voilà. Moi, j'aurais une question. Ouais, dis-moi. Ça serait par rapport à si vous conseillez d'apprendre, enfin, quand on fait un cours d'anatomie, si on apprend d'abord le poly où il y a juste le cours,
avec en même temps aussi la planche ou séparément ou si on fait les deux en même temps? Moi, je conseille de faire les deux en même temps parce que ça permet de mieux visualiser. Parce que quand tu apprends, par exemple, que l'orientation d'un os, on te dit, ouais, il est en avant, en arrière, je sais pas quoi, en haut, oblique, en haut. Tu n'arrives pas trop à le visualiser si tu n'as pas devant toi l'os et tu vois pas comment il fait, en fait, anatomiquement parlant. Donc, je pense que c'est bien de voir D'accord. les deux en même temps. Et après, une fois que tu as bien visualisé comment c'est chacun, ben, tu apprends chacun précisément bien en détail. Mais au moins d'avoir une vue d'ensemble sur les deux, quoi. Pour comprendre, du moins. D'accord, merci. De rien. Ouais, dans l'anatomie, il y a des trucs vraiment visuels en fait. Donc c'est mieux d'avoir les deux, comme ça tu arrives bien à retenir au lieu d'apprendre par cœur. Après, c'est compliqué. Voilà, voilà. Moi, j'avais une question par rapport aux planches pendant le concours. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent nous donner la même planche du coup, mais ils changent les chiffres et tout? Alors, c'est-à-dire échanger les chiffres. Bah, est-ce que les chiffres du coup, ce sera les mêmes que ce qu'on a dans notre cours? Par Ah exemple, non, le ne te 1, c'est réfère pas ça. aux chiffres, hein. Non, non, ne te réfère Ok, pas aux ouais, chiffres ouais. parce que, par exemple, tu vois, sur ce schéma, il y a 10 000 inscriptions là. Enfin, il y a 10 000, Ouais. il y a 10 000 flèches. Au concours, un schéma, ils vont te poser 5 items dessus. Donc, il va y avoir maximum 5 flèches dessus. Donc, Ok, les 5 d'accord. flèches, elles seront peut-être pas numérotées dans le même ordre, etc. Donc, vraiment, apprends chaque chose que c'est et non pas le chiffre à quoi il correspond. Ok, d'accord, merci. Voilà, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations pour toutes les mettre dans un item au concours. Donc, ouais, Ok. voilà. D'autres questions, d'autres conseils? Par rapport au QCM, ça va, vous vous en êtes sortis? Ouais, ça va. Ouais. Ok, ça va, super, vous êtes trop fort. Vous avez fait quoi pour l'instant? Juste membre thoracique et pelvien, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, ça marche. J'aurais une question, s'il te plaît. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu sais quelle planche tombe pour le premier quad, à peu près? Quelle planche? Tu peux pas faire du... Il n'y a pas de quelle planche tombe, en fait. À partir du moment où ils te les mettent toutes, tu dois toutes les connaître, malheureusement. Ah, non, mais parce que là, j'aimerais m'avancer, histoire d'être un peu en avance quoi, pour le début. Et Ouais. le problème, c'est que si j'apprends tout, je suis pas sûr que ça tombe au premier quad. Mais une matière, elle fait partie que d'un seul quad. Ah, Oui, oui. Là, l'anatomie, elle va faire partie que d'un seul semestre. Elle fera pas partie des deux semestres. En fait, tu vas avoir premier semestre, je crois qu'il y a 7 matières, un truc comme ça. Dont l'anglais, hein, donc c'est pas... Par exemple, tu as 7 matières, premier quad, tu passes le concours dessus et ensuite c'est fini ça. Ces matières-là, elles sont plus au deuxième semestre. Le deuxième semestre, c'est 7 nouvelles matières. Ou 6, je sais plus. Mais en tout cas, c'est des matières différentes. Ce que tu fais au premier concours, tu le referas pas au deuxième concours, au deuxième semestre. ah d'accord, ouais, je savais pas du tout. Ouais, ouais. Donc là, tout ce qu'il y a, toutes les planches d'anatomie là à apprendre, elles sont à apprendre pour le semestre où ça va tomber. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais ça sera pour le même semestre en fait. C'est tout pour le même semestre. C'est pas divisé en 2 semestres, une même matière. Une matière, c'est un semestre. Ok, d'accord, merci. De rien. Donc ouais, si tu veux commencer à t'avancer pour apprendre les schémas, apprends tout ce que tu peux en fait. Apprends tout Ça ce que va, tu ça va. peux, mais ça tombera tout au même concours. Ok. Voilà. Et ça vaut pour toutes les autres matières aussi, hein. Chaque matière, c'est un seul semestre. Moi, je suis tombée sur un acronyme une fois. C'était ABS. Donc, je sais pas si tu sais c'est quoi. Enfin, si tu saurais c'est quoi. C'était ABS? Où c'est que tu as vu ça? Oui. C'était membre thoracique. Dans le cours ou dans C'était les planches de schéma? non, dans le cours. C'était écrit sous-cutané en ABS. Alors, on va chercher ça. C'était ABS. Oui.
Est-ce que tu sais c'est quelle page? Parce que je trouve pas. Ben, en fait, c'était pas un cours propre de. Enfin, c'est pas celui de la fac, c'était celui de Tristan, si tu l'as. Ben, et Ah, d'accord. c'était la partie sur l'ULNA. Ouais. Non, j'ai pas le cours de Tristan. Mais c'est quoi, en fait, il vous a fait un cours rédigé, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, une diapo. Est-ce que tu l'aurais là? Oui, oui, je l'ai devant moi. Alors, attends, je vais te mettre en pour voir, pour que je puisse faire un partage d'écran. Alors, c'est quoi ton nom? Yargi. Enfin, c'est Célia, là. C'est là, ok, ça va. Je vais essayer de te mettre en... Non, je crois que je peux pas, sinon ça va me couper moi en tant qu'animateur. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est où en fait? Est-ce que c'est dans une phrase ou c'est dans quoi? Ben, c'est juste un tiré parmi tant d'autres. C'est tout. Est-ce que tu peux me l'envoyer en photo, comme ça j'essaie de voir? Oui, sur WhatsApp? Ouais, Ah, mais je je peux vais pas t'envoyer envoyer mon le... numéro, je vais te l'écrire, hein. Ah, ok, ok. Voilà, envoie-moi et je regarde si je sais ce que c'est. Enfin, c'est bon. Ok, je regarde. Non, je vois pas ce qu'il a voulu dire par ABS là. Ça doit être une abréviation propre à lui, donc si tu. Est-ce que tu l'as tu peux lui demander ou pas? Oui, mais je suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait fait, donc ouais, mais je vais demander, enfin, autour de moi. Ouais, bah demande-lui et tu vois, parce que je sais pas ce qu'il a voulu dire par ça. Ouais, ok. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelque chose que vous voudriez préciser, quelque chose que... Bon, vous avez tout compris alors? Ou vous faites les timides? Non, c'est bon. Bon, bah nickel alors. C'est bon pour tout le monde alors? Oui, parfait pour moi aussi. Oui. 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 Oui, oui. Ouais, pour moi aussi. Bon, bah c'est super alors. Bah, je vais vous laisser alors, hein. Si vous avez tout compris, vous êtes trop fort. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, on est là. Et vous me dites, en plus j'ai mis mon numéro là, donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà.